suis très heureux de parmi vous et de faire cette ouverture. Gilbert me l'a demandé gentiment et autant vous dire que je n'y suis pas préparé, mais le plaisir est tellement grand que je pense que je trouverai mes mots. En tous les cas, on est très très fiers à la Fédération marocaine de sociétés d'assurance de pouvoir organiser ce rendez-vous d'assurance et démarrer la veille avec le club Franco-Risque. Le club Franco-Risque et la Fédération marocaine est une longue histoire. Et Gilbert et la Fédération sont une longue histoire, donc plusieurs années en arrière. Et déjà, Alain Marae nous a accompagnés sur plusieurs manifestations. Après, avec le club Franco-Risque, je salue Marc aussi, qui est là, qui a été aussi un grand soutien de notre secteur. Vous avez été l'incubateur aussi de l'AMRAEM, à laquelle on souhaite un succès et un peu plus de dynamisme pour lui donner un peu plus d'élan et de les voir un peu plus nombreux, voir un peu plus de risk manager y adhérer. En tout cas, nous, à la Fédération, on est à leur disposition pour les aider à éclore et à se développer. On est dans un monde nouveau et on va le voir aussi demain au niveau du rendez-vous de Casablanca. On est nécessairement dans des événements hybrides. Je pense qu'il y a des gens qui nous suivent à travers le web. C'est parfois compliqué, on le verra. On peut avoir un panel avec un animateur, un intervenant sur place et trois intervenants, chacun dans un pays différent. Donc c'est une nouvelle manière de partager, de vous organiser. Vous avez choisi non seulement un beau sujet, mais une belle brochure d'intervenants. Donc sur un sujet qui est extrêmement intéressant, qui est celui des captifs en réassurance, de grands groupes d'assurance au Maroc, marocains, qui ont effectivement ce type d'interrogation, de grands opérateurs qui parfois sont mondiaux et l'OCPE en est un exemple. Donc, premier opérateur de son secteur d'activité à travers le monde, une fierté pour notre pays. Donc les problématiques liées aux captifs et l'accompagnement des programmes de réassurance de ce grand groupe est un vrai sujet et je pense que le sujet que vous avez choisi est important. Il y a des questionnements. C'est vrai que c'est un sujet qui, à la Fédération, nous ne l'avons pas adressé en tant que tel, de manière, je dirais, très approfondie, mais il y a des réflexions, comme j'ai pu le dire à Gilbert tout à l'heure, chez certaines entreprises d'assurance. On a aussi la chance d'avoir dans le panel un grand courtier, pas des moindres, donc Khalid, qui est un grand professionnel en la matière, qui connaît très bien les risques techniques et qui, je pense, sera d'un excellent rapport dans ce panel. Et puis HDI, dont je connais les deux intervenants ici présents depuis de longue date. Donc voilà, en tous les cas, je vous souhaite la Fédération énormément de succès. Encore une fois, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux qu'on puisse se voir, se toucher et organiser votre rendez-vous de Casablanca. Désolé, je parle de mon rendez-vous de Casablanca pendant votre manifestation, mais pour moi, elle en fait partie. C'est un side event du rendez-vous de Casablanca. En tous les cas, merci de donner ce coup de départ la veille. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'échanges fructueux. Et encore une fois, merci pour le soutien que tu nous as toujours apporté. Et je suis certain qu'on continuera à pousser ensemble nos amis ici sur Casablanca et sur le Maroc pour faire grossir l'AMRAEM qui a aussi un rôle à jouer dans ce sens. En tous les cas, merci beaucoup et bon travail. Merci. Donc, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, on est très heureux de se retrouver. C'est ce que je disais il y a quelques semaines à la Marae, à l'occasion des rencontres de la Marae et de la Convention de la francophonie, que ça fait du bien de se revoir, de pouvoir se parler, se toucher, voir les visages. Et ça, c'est vrai que les associations comme les nôtres, elles sont faites d'abord pour rencontrer les gens, pour aller à la rencontre des gens, pour pouvoir échanger de visu et de manière beaucoup plus directe. Bien sûr, heureusement, aujourd'hui, on a les outils des visioconférences qui nous permettent, malgré tout, de nous réunir et de pouvoir poursuivre les travaux que l'on souhaite développer. Mais c'est vrai qu'une rencontre physique n'a pas son pareil. Alors donc, je vais poursuivre cette introduction en vous donnant quelques mots du club Franco-Risque. Donc, d'abord, pour vous dire que cette conférence, comme vous avez pu comprendre, elle se fait également en visioconférence via Zoom. Donc, c'est pour ça que nous avons
une mise en scène un peu différente, puisque lorsque l'on est au public, les personnes qui nous suivent surtout ne voient plus les interlocuteurs, mais voient les slides qu'ils diffusent. Donc, je vais changer de micro, et je vais prendre le micro du public, et vous donner en introduction quelques nouvelles de l'association. Donc, le club francoriste, comme vous le savez, depuis quelques années, je ne vais pas le présenter à nouveau, mais c'est une association dont l'objectif est de partager les mêmes questionnements et les mêmes passions pour le développement du risk management. Et il concerne en fait tous les acteurs du risque. Ce n'est pas un espace réservé aux risk managers, mais concerne à la fois les courtiers, les assureurs, les experts, les spécialistes, les membres, les gens qui font du conseil également. L'objectif, c'est d'échanger, de partager les connaissances en matière de risk management. Du coup, je vais donner la mission du club que nous sommes fixés après plusieurs réunions que nous avons eues, des séminaires stratégiques internes. Nous avons considéré que notre mission, c'était de promouvoir et développer les notions et la pratique du risk management dans les pays francophones. Et nous nous posons même la question d'aller au-delà des pays francophones. Pourquoi pas dans les pays où les francophones ont des intérêts, mais qui ne sont pas forcément des pays francophones. Je pense par exemple, on en parlait avec Bachir tout à l'heure, Dubaï, où il peut y avoir des intérêts d'acteurs francophones qui ont placé leur programme, par exemple, là-bas. Ce qui est important à dire, c'est que pendant la pandémie, malgré la pandémie, nous nous sommes renforcés. Le club s'est fortement renforcé. Il a gagné en visibilité parce que nous avons profité, nous avons tiré parti de cette pandémie pour développer des webinaires. Et nous avons quand même réalisé plus d'une dizaine de webinaires pendant cette période, ce qui nous a donné une visibilité accrue. Et cette visibilité accrue nous a permis d'avoir de nouveaux partenaires à nos côtés et même de voir la création d'une nouvelle association qui s'appelle Maurice et qui s'appelle RMA. Ce qui fait que, forte de cette visibilité et de cette activité, nous nous sommes trouvés avec, de nouveaux moyens pour être une vraie force de proposition. Alors, cette force de proposition, en fait, aujourd'hui, elle s'articule autour de trois piliers, trois points. Le premier, c'est c'est l'appui, on l'appelle l'appui. Le deuxième, c'est la formation. Et le troisième, c'est le conseil. L'appui, en fait, c'est l'activité que nous réalisons depuis l'origine de la création du club, c'est-à-dire l'activité qui consiste à faire des événements, à réunir des gens, à organiser des tables rondes, à organiser des conférences. C'est toute l'activité de promotion du risk management pour diffuser la culture du risk management dans les pays francophones. Et par la même occasion, réussir à aider à la création d'associations de risk management locales, c'est-à-dire dans les pays qui n'en ont pas encore, et les aider et aider les personnes qui souhaitent créer une association à créer cette association en leur donnant des outils de réflexion, des modèles de statut, etc. Voilà, donc ça c'est notre fonction historique. La deuxième fonction que nous avons développée, c'est celle de la formation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer un programme de formation. Et ce programme, en fait, s'articule autour de trois idées. La première, c'est que nous offrons une formation 100% club franco-risque, c'est-à-dire une formation faite par le club, pour les gens du club, pour les personnes du monde francophone qui veulent avoir des notions en matière de risk management. Ça commence par des formations, on dira, sur les fondamentaux du risk management. Le deuxième volet de cette formation, c'est une formation que l'on réalise avec Amrae Formation. Vous savez que l'Amrae est l'association
mère, on va dire la maison mère du club franco-risque. Amrae a une structure de formation qui s'appelle Amrae Formation, et donc notre concept est d'organiser des formations conjointes, Amrae Formation Club franco-risque, de telle manière que les formations proposées par Amrae Formation soient adaptées, on dirait aujourd'hui customisées, aux besoins des pays francophones et des acteurs du club francophone. Et le troisième niveau de la formation, c'est carrément de promouvoir des formations qui sont dispensées par Amrae Formation. Donc, la formation, beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Elle était assurée jusqu'à une certaine époque par ARM Africa, qui animait notre ami Ferrand, et depuis la disparition de Ferrand nous n'avions plus de solution de formation. Et maintenant, cette solution est opérationnelle. Et le troisième pilier de notre action, c'est le conseil. C'est une activité tout à fait nouvelle qui consiste à apporter du conseil à des sociétés qui ont besoin d'avoir des analyses de risque un peu plus pointues que celles que peuvent leur donner des organismes traditionnels. En fait, l'idée est arrivée par une demande qui nous a été faite par une société de capital investment qui voulait investir en Afrique et qui cherchait à avoir une analyse un peu plus précise que celle que lui donnaient les Big Four, qui leur donnaient une idée générale du risque de leur cible, mais qui ne leur donnaient pas une idée précise. Donc nous avons un pilier au club franco-risque de personnes qui sont des risk managers qui viennent parfois de quitter leur fonction, mais qui ont encore toutes les facultés de réflexion et de réseau pour pouvoir proposer, travailler sur des analyses de risque pointues et ciblées. Donc, le club, en 2 mots, maintenant, pour terminer, c'est 5 associations, dont Amraem au Maroc, mais également Imraem en Côte d'Ivoire, Amraem au Burkina, RTMRA au Togo et RMA, donc la petite dernière, à l'île Maurice. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur une association au Sénégal. On a toujours des projets pour la Tunisie et l'Algérie. Et puis peut-être un jour, on verra si on peut ouvrir des associations au Cameroun ou au Vietnam. Vietnam, parce que ça, c'est une histoire un peu qui date aujourd'hui. Mais il y avait eu une demande à un moment donné qui avait été faite par des personnalités du Vietnam. Pour terminer, je remercie nos partenaires qui nous accompagnent et qui sont fidèles depuis le début, et ceux qui sont arrivés récemment, notamment le groupe Amena et Helvetia. Et j'espère que nous aurons encore d'autres partenaires pour poursuivre nos travaux et notre belle aventure du club franco-risque. Voilà en 2 mots. Je passe la parole à notre secrétaire général qui va animer la table ronde sur les thèmes. Merci Pedro. Oui, merci, bonjour à tous, merci Gilbert, bonjour à tous. Et je vais animer cette table ronde parce que sans tomber de ma chaise. Je m'appelle Marc de Cobreau, je suis le secrétaire général du club franco-risque. Je suis issu du milieu de l'entreprise, puisque j'ai travaillé pendant longtemps dans un grand groupe français dans le secteur de l'énergie, j'ai été longtemps directeur juridique, et puis ensuite je me suis occupé d'assurance. Et donc c'est cette expérience que j'aime à faire partager dans ce club franco-risque. Et c'est ça qui nous anime, partager notre expérience. Et c'est pourquoi nous avons décidé, avec Gilbert et Étienne Demarax, que je présenterai, de faire cette table ronde sur les captifs dans l'assurance, parce que c'est un sujet qui nous a préoccupés tous ces derniers temps. Tous, et je me positionne en tant que risk manager, la crise du Covid nécessairement a remis en avant encore plus que jamais l'importance de gérer les risques, l'importance du risk management. Donc dans les entreprises, tout le monde a pris conscience de l'importance du risk management. En même temps,
la demande des entreprises, c'était de couvrir davantage un certain nombre de risques difficiles à couvrir, nouveaux, émergents, comme le cyber, comme presque pas assurable. On a beaucoup parlé pendant cette période de ces pertes d'exploitation sans dommage, comment est-ce qu'on peut les assurer, pourquoi, etc. Ça veut dire que cette réflexion menée pendant cette période de Covid, elle a amené nécessairement les risk managers à revoir la question des captifs d'assurance ou de l'assurance. Mon expérience passée d'une grande entreprise a laissé comprendre que les grandes entreprises avaient déjà pas mal réfléchi à ça, mais qu'il était nécessaire de revenir dessus, de reposer la question de savoir si c'était la bonne solution, si on pouvait l'améliorer. Et puis, les assureurs nous ont tendu la perche d'une certaine façon, parce que les assureurs ont durci le marché, en particulier sur l'Europe et les États-Unis, parce qu'en Afrique, le marché est encore aussi dur, c'est encore un peu différent. Mais enfin, les assureurs ont poussé quelque part à cette réflexion en disant j'assure peut-être un peu moins, je ne suis pas d'accord pour assurer ça, et puis je voudrais bien que vous participiez aussi. Alors les entreprises comme les nôtres qui avaient déjà des actifs, elles ont été sollicitées, montez vos rétentions, parce que c'est une bonne solution que d'être ensemble à partager un certain nombre de ces risques qui sont difficiles à prendre. Et puis la réflexion, c'est, et là on va avoir maintenant la chance de pouvoir entendre la position de l'OCDE sur est-ce que les entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas de mettre en place des captives sont en mesure de le faire, pourquoi est-ce qu'elles le font, est-ce que c'est possible de le faire, est-ce que la réglementation du pays le permet. Alors en France, la question s'est beaucoup posée, est-ce que la réglementation française permet de mettre une captive en France, parce que vous savez, ceux qui sont initiés, que les captives sont essentiellement dans des pays dans lesquels il y a des avantages fiscaux particuliers. Donc tout ça fait que la réflexion qu'on voudrait avoir aujourd'hui avec vous, c'est ici, à Casablanca, avec vous, concernés par le sujet, est-ce que notre expérience, elle peut être partagée, et donc c'est bien l'idée de cette table ronde, c'est de partager avec vous. Donc partager avec les gens qui sont assis à côté de moi, et c'est partager aussi avec vous dans la salle. Et ceux qui sont effectivement derrière leur écran par l'intérieur du Zoom. Donc les intervenants à cette table ronde, le premier que vous avez déjà entendu, mais à ce moment-là, donc Gilbert Calameras, qui est le président du club francoïste, que je représente comme étant l'âme de ce club, mais pour avoir été dans un premier temps président de l'AMRAE, c'est à l'époque de l'AMRAE qu'il a eu cette idée de dire, puisque on voit beaucoup de gens de la francophonie venir, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un endroit particulièrement adapté à ce besoin de la francophonie. Donc Gilbert, alors moi j'ai été vice-président de l'AMRAE aussi, donc je sais aussi un peu comment ça fonctionne, mais Gilbert cette fois-ci il intervient plutôt en qualité d'administrateur de la captive du groupe industriel dans lequel il était, et donc c'est son expérience qui va le faire partager. Alors, dans un ordre qui n'est pas celui des intervenants, ou alors celui des intervenants, je pars tout de suite. Donc, Fatima Zahra Lababi, qui est à l'OCP, elle est aujourd'hui senior manager responsable conseil en assurance et coordination. Elle est actuaire de formation. Donc ça c'est intéressant parce que dans cette question des captifs, l'actuariat c'est quand même quelque chose de très très important, comme ça l'est pour beaucoup d'autres sujets d'assurance, mais particulièrement dans celui-là. Donc c'est intéressant d'avoir son ouverture, sa connaissance. Elle a commencé sa carrière chez Al-Sanyo, si je ne me trompe pas. Ensuite elle a travaillé pour RMA et elle est depuis 6 ans à l'OCP, la direction des assurances. Voilà. Après, elle, dans l'ordre de présentation, on aura Rachid Khalid, qui est directeur général adjoint de l'APA. Je pense que c'est pas la peine de le présenter dans cette salle. Pour ceux qui ne sont pas dans cette salle et qui le connaissent moins, mais qui sont derrière leur écran, donc c'est un courtier important marocain. Et enfin, mais nous avons Étienne de Varax, qui est à ma droite, qui est donc HDI Global
France. Il est en charge de l'ART, du legal, de la taxe compliance claim. Et si j'ai bien compris, là, il va être aussi en charge de gérer la boîte politique pendant un certain temps, puisque Étienne va être le directeur délégué général, comme on dit, le mandataire général de la HI France. Et alors, et là, on a aussi la chance d'avoir avec nous et lui Idriss Belazi, qui est donc aussi HDI, qui connaît bien le Maroc, puisqu'il a une partie de sa vie au Maroc, et il est à Paris, ce qui n'est pas forcément un tort, hein, l'essentiel c'est d'être ensemble. Et, Idriss, il est aujourd'hui directeur des risques techniques et de la construction chez HDI, et il va nous apporter aussi son cadre. Voilà. Donc je donne dès maintenant la parole à Gilbert, qui va présenter la façon dont il a vendu la captive au comité de direction de son groupe à l'époque. Et ça, c'est un exercice qui est, et il va nous expliquer un peu comment il a fait. Et donc, c'est une espèce d'exercice de base qui nous permettra de savoir ce que c'est que captive et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir captive. Merci, Marc. Donc, effectivement, comme vient de le dire Marc, j'étais risk manager du groupe Eramet jusqu'en 2015 et également président de Marley, mais au titre de mon fonction de risk manager, j'ai eu à m'occuper évidemment du problème de la couverture des risques de ce groupe. Et je dirais que quand j'ai pris la direction, cette direction, qui était direction des assurances, et que je suis évolué en direction de risk management, il y avait effectivement une captive, enfin une société de rassurance, mais qui n'était pas utilisée. Moi, j'avais déjà une expérience de captive, parce qu'avant de travailler chez General, j'ai travaillé dans le groupe Schneider Electric, et à ce moment-là, j'avais eu l'occasion de travailler avec le directeur des assurances de ce groupe qui gérait une captive déjà au Luxembourg. Et moi, j'étais à l'époque directeur de la trésorerie de financement du groupe Schneider. Et il m'avait demandé d'étudier la possibilité de mettre dans la captive de l'assurance le programme d'assurance crédit du groupe. Donc j'avais déjà une connaissance assez on va dire, bien connue de ce qu'était une captive de réassurance. Je participais déjà au conseil de cette captive de Schneider Electric. Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé comme une bénédiction, j'allais dire, la présence de cette captive de Schneider Electric. Pourquoi comme une bénédiction? Parce qu'en fait, il faut bien dire que le groupe a des risques qui sont difficilement assurables déjà. C'est le cas quand je suis arrivé il y a 15 ans. C'est encore pire aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais s'agissant d'un immobilier, vous savez que les assureurs, ils n'aiment pas trop les groupes de crédits. Je ne sais pas pourquoi, d'autant que nous, on n'avait pas de ligne souterraine, sur des lignes assez ouvertes, donc c'est des carrières que vous ne pouvez pas être propre dans ce monde chez les assureurs. Ça fait un doubleur, et par contre, c'est au courant. On avait aussi beaucoup d'industries sidérurgiques et pour couronner le tout on gère un chemin de fer au Gabon de 650 km qui est direct maintenant. Donc évidemment, il n'y avait pas un background très sympathique du point de vue des assureurs en ce qui concernait les risques terrain. Donc j'ai trouvé cette captive et je me suis dit c'est quand même un bon moyen de pouvoir, on va dire, amadouer les assureurs, en tous les cas être en position de négociation un peu plus sereine que d'être soumis aux lois du marché. Il faut que je rajoute aussi qu'à cette époque, quand je suis arrivé dans le groupe, il n'y avait pas de programme. Il y avait 3 entités, chaque entité avait sa propre police d'assurance, son propre assureur, son propre courtier. Bref, c'était un peu
vous donner quand même tous les détails parce que aujourd'hui je travaille chez Arnett, mais je suis toujours administrateur de cette captive, donc j'ai effectivement encore un certain nombre d'informations. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et comme l'a précisé Marc, c'était de vous expliquer quel était l'intérêt du point de vue d'une entreprise, de l'assurer, d'avoir une captive dans son jeu, si je puis dire, en tout cas pour l'aider à gérer son risque. Parce que le premier intérêt de la captive, clairement, c'est de faciliter, d'aider le risk manager à gérer son risque. Alors qu'est-ce que c'est qu'une... Moi je vais commencer par les fondamentaux, parce que c'est toujours très bien de toujours en venir aux bases. Donc une captive, qu'est-ce que c'est? Alors je trouve la définition de la captive dans la directive européenne de 2005. Donc la captive, je vous le dire, c'est la captive de réassurance, c'est une entreprise détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie. Je pense que la définition est assez complète et assez précise. Alors ça veut dire quoi tout ça? Alors en clair, comme un bon schéma vendu comme un discours, je donne un petit peu le schéma de fonctionnement d'une captive, que vous ne connaîtrez pas. Finalement, donc, vous avez le groupe avec ses filiales qui s'assurent donc auprès de l'assureur à travers un programme, une conférence, et donc qui verse des primes. Ces primes donc, sont versées à l'assureur, et l'assureur reverse à la captive pour une certaine portion liée au risque que prend la captive, reverse des primes dites de réassurance. Et lorsqu'un sinistre intervient, la captive intervient, paye sa quote-part de sinistre auprès de l'assureur, qui rembourse reverse le tout, la part de la captive et la part de l'assureur, à l'assuré. Accessoirement, la captive peut se réassurer sur le marché. Accessoirement, parce que ça ne marche pas, ça se fait pas toujours, mais la captive de réassurance peut se réassurer sur le marché de la réassurance. L'autre point à préciser, c'est les flèches que vous voyez, c'est que la captive, elle génère en fait des actifs avec l'encaissement des prix. Ces actifs en fait sont placés. Et donc ces actifs ils peuvent être placés soit au groupe, soit à l'extérieur, dans les sociétés financières. En l'occurrence, nous faisions un partage, une partie rentrée dans la compagnie, dans la société financière interne du groupe, qui gérait la trésorerie du groupe, et l'autre partie était placée dans les banques externes. Donc, comment ça marche par rapport à un sinistre? Donc, comme vous l'avez vu, les entreprises versent des primes à la captive, et ces primes, en fait, elles sont provisionnées. On dirait qu'elles sont provisionnées. Ça, elles sont provisionnées dans la perspective éventuelle aléatoire d'un sinistre qui pourrait survenir. Donc, ces primes, elles sont capitalisées dans ce que l'on appelle une provision pour fluctuation de sinistralité. C'est le terme fétiche de la captive, la PFS. Quand on parle d'une captive, on parle de PFS. Il faut voir si la PFS a tous les moyens pour pouvoir indemniser l'assuré en cas de sinistre. Donc c'est là qu'est un peu le nœud c'est le moteur finalement de la captive, c'est la PFS, parce que c'est là que se capitalisent les primes, qu'elles s'accumulent, et c'est un peu là qu'est le nœud de la discussion avec les autorités fiscales, généralement parce que les autorités fiscales considèrent que cette PFS c'est de provision déguisée et qui donc doit être soumis à un taux, et donc il faut adapter la législation pour considérer que non, ce n'est pas des provisions stricto sensu, parce que en fait, on peut être amené à payer et à vider cette PFS pour indemniser le sinistre, et donc il faut protéger
protéger le capital constitué par ce fonds. Donc, la PFS, je suppose qu'on va en reparler ultérieurement. Je vous donne un peu le schématique du fonctionnement d'un programme avec une captive. Par exemple, si vous avez un programme commun de 100 millions, en général, quand on a une captive, ça s'organise plus ou moins de la façon suivante. Il y a toujours la franchise. Alors, il y a toujours la franchise, c'est-à-dire que normalement, les groupes laissent quand même toujours une part. Vous savez, c'est un peu le ticket modérateur à la sécurité sociale. On laisse toujours une part à la charge de la filiale qui a provoqué ces sinistres. Il ne faut quand même pas exagérer. Il y a des gens qui sont responsables des sinistres, donc il faut quand même qu'ils en payent un petit peu le prix. Normalement, on laisse quand même toujours une franchise à la charge du site, de l'entreprise, de la filiale qui a provoqué ce sinistre. Je dis en général, mais parfois certains décident de couvrir également cette franchise par la captive. Mais en général, au-dessus donc, de la franchise, la captive s'engage à indemniser une partie du sinistre. Alors, généralement, en fonction du niveau financier de la captive, de son ratio de solvabilité, le montant de la captive peut indemniser, là, dans mon exemple, je montrais 8 millions par sinistre, mais en général, on capte la captive. C'est-à-dire qu'on dit que la captive va payer 8 millions par sinistre, mais on va faire en sorte que s'il y a 10 sinistres, elle ne va pas payer 80 millions. Donc, s'il y avait 10 sinistres de 8 millions, on la capte, c'est-à-dire qu'on dit qu'en cumul, elle ne pourra pas annuellement rembourser plus de 16 millions dans mon exemple. Et tout le reste est assuré et financé par l'assureur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, souvent, la captive prend ce que l'on appelle les sinistres de fréquence et laisse à l'assureur les sinistres d'intensité. Voilà. Donc, en général, ça marche comme ça. Mais ce n'est pas une loi. Hein. Il y a d'autres entreprises qui font le schéma inverse. C'est-à-dire, elles font couvrir la fréquence, parfois, souvent d'ailleurs dans les programmes de responsabilité civile, on couvre la fréquence par l'assureur et elles prennent en excès dans la captive des sinistres d'intensité qu'elles considèrent comme étant extrêmement. Pour ça, c'est des politiques internes liées à des considérations financières. Mais le schéma le plus classique, c'est quand même celui que je représente. La deuxième chose que je peux dire, c'est que la captive, en fait, on peut l'utiliser, on pourrait presque la mettre, je ne sais pas, toutes les sources. C'est-à-dire que le programme le plus classique, c'est souvent les deux programmes les plus classiques dans lesquels on met en place une captive, c'est le programme dommage et le programme de responsabilité civile. Mais il y en a d'autres. Dans la captive des ramènes, par exemple, on a d'autres programmes qui sont pris en charge, par exemple des rachats de franchise. On avait un rachat de franchise, par exemple, sur une assurance risque politique. On met en place, on peut mettre en place des polices cyber customisées pour le groupe. Souvent, on met en place une police qui s'appelle perte pécuniaire, qui est une espèce de police ramasse balai et qui ramasse un peu tous les risques que soit les assureurs ne veulent pas couvrir, soit que l'entreprise n'a pas envie de faire couvrir par l'assureur, voilà, très 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 très. Ça, c'est pour les programmes non-vie, et ça, c'est la majorité des programmes que l'on voit essentiellement dans les captives de réassurance européennes. Les Américains, ils utilisent aussi, et les Anglo-Saxons, on va dire, aussi des captives pour les programmes non-vie. Souvent, pour eux, évidemment, comme ils sont sur des programmes de couverture des retraites, des assurances santé, sur des programmes de capitalisation, donc ils cherchent souvent à mettre en place des solutions qui leur permettent, là aussi, finalement, de contrôler mieux les risques. Donc, vous voyez, on voit bien que là, clairement,
la captive est un outil de pilotage du risque pour l'entreprise. J'insiste beaucoup parce que c'est clé pour le point de vue de l'assuré et du risk manager. C'est ça qui est important. C'est que la captive, ce n'est pas un outil de fiscalisation, ce n'est pas un outil pour mettre de la trésorerie de côté. C'est vraiment d'abord un outil qui permet de piloter le risque. Pourquoi? Parce que lorsqu'un sinistre va intervenir, la captive va se comporter comme un assureur. Exactement. C'est-à-dire, d'abord, ce que l'on demande à la captive, aujourd'hui, ce que demande le législateur à la captive, c'est ce qu'on appelle d'avoir de la substance. C'est-à-dire qu'elle doit exister en tant que telle, comme une vraie société, avec un vrai conseil d'administration, des vrais permanents. Et donc, quand il y a une prise de risque, elle est analysée par un comité des risques. Moi, je fais partie du comité des risques captive, je fais partie du comité de compliance. Donc, il y a toute une organisation de gouvernance, exactement comme dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, là, ce qui est important, ça c'est important à préciser, c'est un peu la captive va se comporter comme un assureur, la difficulté, et de ce fait-là, elle va intervenir dans toute la politique de prévention. Elle aura sa part dans la lutte de prévention des risques qui sont couverts par les droits. Voilà, donc pour finir, en fait, un petit peu une analyse sur les motivations de l'utilisation du captif, finalement, je voulais résumer à travers ce slide, si vous voulez, il y a 3 niveaux de motivation. Il y a les motivations qui sont structurelles, les motivations qui sont financières et puis les motivations qui sont plus biologiques. Alors, les motivations structurelles, c'est-à-dire pour l'entreprise. En fait, si vous voulez, ça, ce slide, c'est le slide que j'ai vendu, entre guillemets, au comité public, comme disait Marc tout à l'heure. Quand j'ai voulu mettre en place un programme d'outil dans la captive, il a fallu que j'explique, que je démontre au conseil COMEX d'abord, et puis au comité de vie du conseil d'administration, l'utilité et l'intérêt d'avoir une captive dans la mise en place du programme d'assurance. Donc j'ai recherché, en fait, j'ai essayé pour les convaincre quelles pouvaient être les motivations. Donc les motivations d'ordre structurel, c'est effectivement que c'est une couverture qui est adaptée au risque propre du groupe. C'est-à-dire qu'on va mettre en adéquation, c'est ce que je disais tout à l'heure, la gestion de risque, entre ce qui peut être pris par l'assureur, ce qui peut être pris par la banque. Ce qui fait que ça va améliorer la gestion interne des risques d'exploitation, pour être conséquent. Normalement, si on fait prendre du risque par la captive, on fait en sorte qu'il y ait moins de. C'est toujours pareil, on se sent un peu plus concerné sur normalement, et donc on fait en sorte qu'il y ait moins de. Il y a une conservation d'un niveau de rétention, évidemment, qui est adapté aux capacités de la financière de l'entreprise. Non, on va pas faire. Vous avez vu dans mon exemple, sur un programme de 100 millions, la captive va organiser plus de celui-là, on ne va pas faire des captives. Il y a certaines captives qui ont des montants très très importants. En général, les captives ont, je ne sais pas, une cinquantaine de millions en moyenne. Et donc, l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir centraliser les statistiques sinistres en les prenant soi-même. C'est-à-dire que, du coup, encore une fois, on est acteur. On pourrait gérer de manière beaucoup plus précise et responsable des statistiques sinistres. Et bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, on est plus sensibilisé à la politique de prévention des risques. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent dans les groupes, c'est que le risk manager fait des visites de sites avec la filière de prévention, et puis vous pouvez améliorer les équipements de telle salle pour éviter les risques d'incendie, etc. Et le directeur de ligne dit tout de suite, ah oui, combien ça coûte. Et donc, je ne veux pas le faire parce que finalement, on risque, par rapport à ce que ça me coûte, est trop faible, et donc c'est un investissement trop fort. S'il y a la captive, là on a un peu plus de temps aujourd'hui, c'est quand même vous allez investir dans cette politique de prévention. Ça, c'est très important. Donc, du coup, on arrive aux motivations financières, parce que finalement, aussi, là,
captives. Alors ça, c'était valable effectivement au moment où le marché était un peu plus soft, on va dire, mais il y a davantage de maîtrise du budget de prime, puisque du coup, moi, le deuxième intérêt que j'ai vu aussi dans l'utilisation de la captive, c'était de pouvoir discuter avec l'assureur du niveau des prix. On n'était plus dans une situation forte, parce qu'on était, comme on le dira tout à l'heure, on a quand même un peu partenaire du coup avec l'assureur, puisqu'on est co-assureur quelque part, et donc on va se partager, on va dire, bon, écoutez, moi je prends un peu de risque, vous en prenez un peu moins, donc on maîtrise un peu mieux le budget. Globalement, c'est donc une économie. L'autre gros avantage, dans certains cas, et c'est le cas aujourd'hui par exemple, c'est qu'on c'est le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le marché est compliqué, et que quand on fait prendre davantage de risques à la captive à ce moment-là, elle peut ou elle doit se retourner sur le marché de la réassurance. Et étant une captive de réassurance, elle a accès au marché de la réassurance, ce n'a pas l'entreprise, et donc ça c'est quand même un avantage parce que ça donne une vision beaucoup plus globale du marché de l'assurance. Et donc, au final, on optimise la gestion financière d'entreprise. Alors, les motivations liées au domicile, ça c'est par rapport à la localisation de la captive. C'est important, mais là c'est moins important dans le débat. C'est-à-dire que la captive, elle ne peut fonctionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si elle est dans un environnement légal et fiscal, on va dire, avantageux. C'est-à-dire qu'il faut que les provisions qui sont mises dans le PFS ne puissent pas être fiscalisées, parce que sinon on annule le bénéfice de cette cagnotte, on va dire, pour indemniser les sites. Donc il faut à la fois un environnement fiscal intéressant et avec une situation politique et économique stable. Forcément, on ne va pas installer une captive dans un pays où il y a une forte instabilité. Dans un pays avec une stabilité à la fois politique, économique et fiscale stable. Bien sûr, il faut qu'il n'y ait aucune entrave à la liberté d'échange et que la législation nationale favorise le système de réassurance de manière à ce que cet environnement, que l'on soit dans un cadre où il y a reconnu comme un centre financier, un centre d'assurance. Donc, ça, c'est le côté un peu explicatif de la raison pour laquelle les captifs de réassurance sont souvent installés dans des pays où la législation fiscale peut paraître avantageuse pour certains, enfin aux yeux de certains. Et par exemple, c'est le gros débat en France aujourd'hui, puisque en France, on ne reconnaît pas on n'accepte pas cette fiscalité avantageuse pour les captifs, et puis ce que se fait, il n'y a pas de captifs en France, très peu. Parce qu'elles sont soumises régulièrement à des contrôles du ministère de Bercy. Et donc, du coup, les captives, elles sont surtout au Luxembourg ou en Irlande ou dans d'autres paradis fiscaux. Et alors on dit, ah bah oui, c'est de l'évasion fiscale. Alors, nous, on essaie d'expliquer que ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est au contraire de l'optimisation du risque et de la meilleure gestion du risque. On a eu j'ai été également secrétaire général de FIRMA, la Fédération européenne des associations de risk managers, et on a eu ce débat avec l'OCDE, parce qu'à un moment donné, dans le cadre de la législation BEPS, l'OCDE voulait carrément supprimer les avantages fiscaux des captifs, et nous sommes allés voir la direction fiscale de l'OCDE pour expliquer qu'en tant qu'utilisateur de captifs, utilisateur, pas propriétaire de captifs, vous ne pouvez pas avoir un captif des affreux capitalistes dans l'Afrique, mais en tant que nous, en tant que simple utilisateur de manager, pour nous, il est vital d'avoir des captifs de réassurance et d'organiser en tout cas des systèmes qui nous permettent de nos risques pour pouvoir mieux les gérer. C'est toute la démarche qu'actuellement la morale auprès de l'administration fiscale
sorte que la France accepte l'installation de captifs sur son territoire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel de suspension de l'infiltration, les captifs sont devenus très importants dans le discours. J'arrête parce que je vois que la parole, c'est dommage, j'avais encore un slide, mais avantage et inconvénients. Je les avantages, j'ai déjà dit, donc partie vous verrez dans le replay, participation au résultat, conservation de la trésorerie, accès à la assurance, etc. Uniformisation des commissions. Les limites, effectivement, sont en fonction de l'assurance. Et ça, c'est un gros problème, c'est les sécurités financières qui doivent être mises en place. Ça, c'est la grosse discussion avec les amis assureurs qui exigent des sécurités financières parce qu'elles considèrent que la captive peut être un risque en soi, parce qu'elle est relativement. Elle n'a pas les capitaux, même capitaux dans le groupe. Et donc, en cas de survenance de sinistre, l'assureur doit s'assurer que le réassureur de la captive va pouvoir indemniser le sinistre. Donc, l'assureur exige la mise en place de garanties financières, souvent avec leur fonds. Ils ont le groupe, mais c'est comme ça. Et donc, ça, c'est un coût, puisqu'il faut mettre en place des garanties bancaires au gouvernement, très souvent. Et ça, c'est le point de discussion fort avec les compagnies d'assurance, entre les compagnies d'assurance. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. C'est pas un point optimiste, mais bon, ça permet de trouver la discussion. Merci. Merci Gilbert. Cette intervention qui nous présente de façon parfaitement complète l'intérêt de notre captive. Il y a plein de sujets qui peuvent être très compliqués sur le plan technique, donc on ne va pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon c'est très très long. Moi je voudrais juste, avant de passer la parole à Fatima qui va expliquer pourquoi la démarche est faite aujourd'hui à l'OCP, de se poser la question, de savoir si c'est intéressant ou pas d'être une captive. Moi je voudrais juste témoigner que moi, j'ai été longtemps directeur juridique dans une société du groupe dans laquelle j'étais. Et en tant que directeur juridique, j'avais tendance à pousser au maximum les claims, de façon à ce que, quand il y avait des problèmes, il fallait ramener de l'argent. Et donc, mon patron, le directeur financier, disait toujours il faut faire profiter au maximum, si je peux le faire payer un tiers. Et puis l'assureur, c'était quasiment un tiers. Un jour, on m'a demandé de m'occuper des assurances du groupe, du parti de ce groupe. Et là, on m'a dit tu as tellement pris d'argent aux assureurs que tu sais comment il faut faire pour essayer de ne pas en donner trop quand tu t'occupes maintenant des intérêts de la captive. Ce qui veut dire que j'ai dû effectivement comprendre qu'il fallait faire de la prévention, qu'il fallait travailler la main dans la main avec les assureurs et qu'il fallait éviter de survaloriser la réclamation, parce que ça ne sert à rien. Et de toute façon, c'était nous qui payons. Voilà, si je fais intermédiaire, c'était simplement faire la transition. Et donc maintenant, Fatima, à l'OCP, vous posez la question depuis un moment. Est-ce que vous pouvez avoir votre témoignage? Ah oui, là-bas, c'est mieux. Attention. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à intervenir sur un sujet d'actualité qui préoccupe un grand nombre de grands groupes dans un contexte assurantiel difficile qui est basé exclusivement sur le rendement technique dû à un marché financier rude, tel que la pertinence de la mise en place d'une captive au niveau de grands groupes industriels et notamment d'envisager cette opportunité au niveau de notre grand groupe OCP. Donc, pour commencer, OCP en quelques mots. OCP est d'abord le premier producteur de phosphate avec des fondamentaux solides et un accès exclusif aux plus grandes réserves mondiales. OCP aussi est un modèle de négociation, d'intégration distinguée qui agit au niveau de toute la chaîne de valeur du phosphate, ce qui lui permet une flexibilité importante de sa production.
une exposition internationale diversifiée avec un large positionnement mondial, un leader dans 3 segments, la roche phosphatée avec une part de marché de 30%, l'acide phosphorique avec 40% de part de marché, et puis l'engrais phosphaté. C'est aussi le leader sur les nouveaux marchés en croissance avec les produits pionniers, sans oublier bien sûr son engagement dans le développement durable, appuyé par des investissements de plus en plus importants. OCP a enregistré en 2021 une augmentation importante de son chiffre d'affaires qui a dépassé les 80 milliards de dirhams, qui est accompagnée par une politique d'investissement de l'ordre de 10 milliards par an depuis plus d'une quinzaine d'années. Tous ces paramètres, conjugués au durcissement de marché, qui se matérialise par une baisse des capacités et une hausse des prix, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous, dans ce tableau qui est extrait de l'étude menée par l'AMREA en 2021, nous conduit à se poser une question légitime sur les apports et intérêts d'une captive pour des grands groupes en constante évolution, et voir aussi dans quelle mesure la captive peut s'avérer être un levier d'optimisation des programmes d'assurance des grands groupes. Donc, nous avons pu relever 4 principaux points, notamment la dépendance réduite par rapport aux conditions de marché. En fait, la captive permet de réduire la dépendance par rapport au marché et offre un levier de négociation permettant une véritable politique d'arbitrage entre l'offre du marché et le recours à la captive. C'est aussi un outil de stabilisation et ou de réduction des coûts de risque à moyen et long terme, et ce, à travers la mutualisation des risques de l'ensemble des entités, une meilleure visibilité des risques et une constitution de réserves susceptibles d'amortir les variations imposées par le marché, et aussi une solution de couverture pour des risques spécifiques, notamment les risques non assurables ou insuffisamment assurés et les risques sous-limités, c'est-à-dire des risques à des prix importants, vu des risques importants, ou une solution alternative de gestion des provisions propres assureurs. Et enfin, la captive peut s'avérer être un outil taxé au marché de la réassurance avec une amélioration de la visibilité et du contrôle sur les conditions de la réassurance. Tous ces éléments nous poussent à engager une réelle réflexion sur l'intérêt de faire intervenir une captive au programme d'assurance de grands groupes. Merci pour cette présentation. On va échanger après, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Et je crois que maintenant, il serait bien qu'on ait une vision un peu de la problématique marocaine, le marché marocain. Et donc, Rachid Khalid va venir un peu nous éclairer. C'est ça, et ensuite, Étienne et Idriss. Mais l'intervention de Rachid, c'est pour repositionner maintenant cette problématique. Allez, on a envie de mettre une captive dans un grand groupe, comme le CP. Est-ce qu'au Maroc, c'est possible? Quelles sont les contraintes réglementaires et législatives marocaines? Merci Marc. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer par le plus important à savoir, c'est que pour le marché marocain, le captif, c'est pas quelque chose qu'on connaît rien aujourd'hui. Il nous a positionné sur ce marché-là, sachant qu'on est en train de faire un enchaînement de net sur les assurances normales, avec la réassurance. Ces dernières années commencent à être un peu plus sophistiquées sur le programme qu'on met en place. Donc, ça va pas parler très longtemps, maintenant on dit un peu dessus. Il y a quelques années, et comme vous l'avez dit, grâce à la référence du marché, l'emploi et les droits du Maroc qui est l'OCP, nous a un peu mis avec cette équipe pour essayer de réfléchir sur d'autres moyens, de regarder comment on peut voir l'assurance, qu'est-ce qui se passe au gouvernement. Donc un grand groupe comme l'OCP
puissent un peu voir toutes les possibilités qu'on puisse avoir. Donc nous, notre rôle en population en conseil, c'est d'accompagner ce processus pour voir jusqu'où on peut aller, que ce soit pour la réglementation bancaire ou pour ce qui peut être nous permis en usant un peu de l'offshoring, de ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de la aujourd'hui, donc, quand vous avez donc, relevé une grande force sur ce sujet-là, ça fait quelques années, nous sommes honorés d'avoir aujourd'hui M. Mehdi Kaderi, vice-président de l'OCP chargé des investissements, des participations et de l'assurance. Donc, il s'est déplacé là-bas aujourd'hui spécialement pour ce sujet qui nous tient à cœur. Et avec lequel on a fait plusieurs autres choses pour essayer un peu de nous-mêmes, parce qu'on apprend tous ensemble, lui en tant qu'étudiant et qu'en opération bancaire, et nous en tant qu'assureur conseil. On n'a pas encore migré vers le marché d'assurance à la pouvoir. Donc, ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'avec cette donnée-là, on a une partie de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il faut savoir qu'on gère aujourd'hui quelques programmes de captive au Maroc. C'est quelques multinationales, on utilise leur captive ici. On regarde un programme, on a un contrat comprimé, et derrière, on sait qu'il y a une captive qui existe quelque part, d'un grand groupe, et qui est ce programme-là qu'on est en train d'assurer. Ce travail nous a permis un peu de voir comment on peut faire nos clients ils ont des captives. Et on a travaillé avec eux, ça fait quelques années, pour comprendre un peu les mécanismes, comment on peut les exporter sur un marché comme celui du Nord, qui est le deuxième marché en Afrique. En Afrique du Sud, il y a des captives. Au Maroc, pas encore, mais en Ouest d'Afrique, je ne pense pas. Donc, avec ça, on a essayé de regarder qu'est-ce qu'il y a dans les législations. Le code de l'assurance, comme celui français, malheureusement, donc il parle pas de captive. C'est ce qu'on appelle une intelligence d'ingénierie financière qui n'est pas encore aussi répandue au monde. On regarde 6500 et 7000 captives qui existent, dont 200 en France uniquement. Et on a vu comment on peut aujourd'hui passer et voir la réglementation marocaine. Donc la réglementation marocaine, je présente deux aspects. Je ne sais pas si ma présentation. Non, voilà. Voilà. Donc moi, ce que j'essaie de voir, c'est l'aspect réglementaire, gestion en gros captive. Donc sur cette partie-là, vous avez, je vais expliquer Gilbert et Marc, c'est qu'on a deux types de captives qui puissent exister dans le monde. Il y a la captive d'assurance et la captive d'aviation. Malheureusement, pour la captive d'assurance, réglementairement, c'est peut-être pas possible de la mettre en place dans un pays comme le Maroc, et même en Europe, dans certains pays plus avancés, la captive d'assurance, c'est plus compliqué à mettre en place. Par contre, la captive de l'assurance, c'est là où presque 98% de ce qui existe dans le monde, des captives de l'assurance, ce sont des modèles qui peuvent aujourd'hui être mis en place dans un pays comme le Maroc, puis il y a des mécanismes un peu, en passant par l'UREA, c'est le avec le formation. Si on regarde ces captives, c'est-à-dire dans le mécanisme de gestion que je l'ai expliqué, dans le mécanisme de fonctionnement, on en a des captives pures, c'est ce qu'on appelle un groupe comme OCP, où un groupe dit moi je fais ma captive moi, et ça c'est une captive pure, il y a un groupe qui ne gère que les intérêts. On a aussi des captives qui sont connues et qui ont fait l'expérience, certaines personnes, certaines entités qui voulaient dire oui, je passe sur ce système, je ne passe pas, ou je veux juste tester un paramètre d'investissement, ce qu'on appelle les
captifs sponsorisés. Généralement, il y a une vocation derrière qui sponsorise les captifs dans lesquels moi je peux être un compte captif au lieu d'être une captive pure. Et je peux faire des tests au départ, c'est-à-dire que je suis dans une captive plutôt en compte, j'ai une charge ne sont pas trop importantes parce que je suis dans un système. Ça me permet un peu de voir dans le temps comment je peux évoluer pour voir si c'est vraiment un système qui va me permettre de avoir ce qu'on appelle une bonne gestion et ingénierie de nos systèmes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on approche ces métiers, on va dire est-ce qu'on a tous les ingrédients? C'est vrai que pour créer une captive, on a besoin de tous les intervenants. Et chez nous, c'est les intervenants qui peuvent être sur le marché marocain. Premièrement, il y a le client avec sa volonté. Il doit avoir des managers, un financier, les courtiers, les conseillers, parce qu'aujourd'hui, on crée une captive, c'est pas pour la charger en mettre une structure très lourde, pour permettre un peu la moins rentable de ce qu'il doit être, parce que dans un système de captive, l'optimisation financière est hyper importante. Gilbert a parlé qu'on la met dans des pays où la fiscalité est intéressante, c'est normal parce que ça rend ce qu'on appelle l'optimisation financière. L'autre aspect, c'est l'aspect fronteur. Aujourd'hui, au Maroc, si on doit mettre une captive d'assurance, ça ne va pas être au Maroc, ça va être justice offshore, et on doit la passer par un système normal chez nous, qui passe par l'ASL, et on doit besoin d'un fronteur local qui accepte le risque évidemment, mais ce risque-là est bien validé par l'ASL. L'ASL joue un rôle très très important dans ce genre de processus, c'est-à-dire que le jour où on met ce genre de processus en marche, on est obligé de mettre aussi une validation en amont par rapport à tous les ingrédients. Tous ces ingrédients, on les a. Quand on regarde aujourd'hui les captives qui s'exportent sur le Maroc, et ça c'est l'expérience que l'on regarde avec nous-mêmes, généralement ça vient pas en compte. La captive, il y a un assureur connu comme HDI ou comme un autre, et c'est lui qui un peu exporte la capacité de la captive. Pour le régulateur, il regarde la sécurité marche très bien, et on a un peu plus, donc ça ne pose aucun problème. Mais derrière, pour avoir ce qu'on appelle en behalf, il y a un processus de sécurisation qu'il faut avoir qui permet un peu que ce soit le assureur ou celui qui va faire le behalf pour être sur une sécurité financière de la captive, et en même temps, il doit être dans une logique de représenter la captive auprès de l'ASL et du chauffeur après qui sera en Alors, ce système-là, c'est-à-dire que pour réussir cette captive, le captive de ce genre, pour le Nord, tout ce moment que je viens de citer doit être d'accord et travailler en symbiose dans un processus complémentaire pour un peu gérer. La deuxième chose, c'est qu'on va dire comment on peut voir une captive. On va regarder par rapport à plusieurs entretiens. Une captive, ça ne se crée pas rapidement, ça prend beaucoup de temps. Une captive, ça prend énormément de temps pour mettre nos solutions en place, et sa montée en puissance est une montée qui doit être liée à l'ambition de l'entreprise, l'ambition de l'entreprise. On parle aussi de qu'est-ce qu'on va mettre dans cette captive, qui sont les forces financières. On oublie souvent que quand j'ai une franchise qui est très importante dans un contrat, c'est que le financier doit savoir, et actuellement, il doit faire une provision selon la probabilité de l'assurance. La majorité des financiers ne le font pas pour le dommage, pour la SF. S'ils le font éventuellement, pour nous au Maroc, sur tout ce qui est RH, ressources humaines, parce qu'ils font actuellement, on regarde les engagements qui peuvent venir, après, il y a des chefs chez nous. Mais jamais on le fait sur qu'est-ce que j'ai comme rétention, parce que j'ai pas de transfert, je garde par exemple une franchise qui est très importante, et cette franchise-là, c'est une provision que je dois faire. Si je dois la faire, je vais payer énormément dessus, parce que fiscalement, c'est un bon niveau fiscal, mais cette provision-là, c'est déjà un début de réflexion sur une captive qu'on peut commencer à avoir un peu les développements dessus. La décision d'une captive, déjà il y a pour la culture aujourd'hui d'assurance élémentaire, ça va être pas aussi facile qu'un groupe comme l'OCP qui est prématuré, qui a une avancée par rapport à d'autres.
Oui, et ce n'est pas, on regarde les autres opérateurs, on va dire, bon, demain, ça va être quelque chose de facile à mettre en place, ou ça va prendre de l'eau. C'est très compliqué pour le marché marocain. Et nous, on a fait un peu un benchmark, ça va être 3 ou 4 grands opérateurs qui vont être capables de mettre ce genre d'essais, parce que pour elles, ce sont des choses pas faciles à mettre en place, et dans lesquelles il y a une analyse très importante, parce qu'il y a des prérequis qu'on doit avoir, et en même temps, il y a des décisions à prendre, et ces décisions-là, pour créer une captive, il dépend d'énormément de choses. On va investir dedans. La première, c'est pour voir aussi le profil de sinistralité. Il y a quasiment le temps pour voir ma sinistralité, comment il est, ce que je dois pouvoir faire sur cette sinistralité, qu'est-ce que je veux reprendre. Généralement, on ne prend plus les risques moyens de fréquence d'études. Par exemple, les choses les plus importantes, c'est le risque majeur après, avec les financiers qui décideront sur lesquels se mettre. Il y a aussi une solution pour les rentrées financiers, et ça dépend de la capacité et du processus d'investissement. On a des conseils d'administration qui doivent valider ce processus-là, le modèle doit être déjà validé, parce que c'est un nouveau modèle dans lequel on va faire de l'investissement, on va faire une nouvelle vision de gestion de risque. Il y a également des conditions de marché. Comme vous le savez, on va avoir, quand on est sur des risques simples, on oublie des parties, parce que sur les risques simples, ça rentre dans ce qu'on appelle les traités d'assurance des compagnies d'assurance, qui est une très basse. Et parfois, la guerre des prix fait que c'est très compétitif. Donc, à la rigueur, la vision de dire je vais mettre une partie, mais pas tant. Sur les risques de points où on est obligé de passer par le marché de la réaction, parce que les capacités locales sont moins, donc on est vraiment dans l'environnement international, dans l'offshore. Alors pour cela aussi, c'est très important qu'on se fasse sur ces conditions de marché, pas sur les conditions de marché local, qui ne peut pas être une référence pour une cycle captive au Maroc. Il y a aussi le droit des assurances applicables, c'est-à-dire qu'au moment où on va les mettre en place, c'est obligatoire de passer par le régulateur, d'expliquer tout le processus, que ce soit réglementaire et financier, et valider un peu le processus pour rester en adéquation, parce que derrière, chez nous, on a le régulateur et la CAPS, on a le ministère des Finances derrière lui, il y a aussi, parce qu'on parle de choses internationales, il y a la SCA qui doit être comptable, et le ministre de change qui doit comprendre un peu ce qui va passer de l'autre côté de la relation. Les prérequis, il est très important qu'on ne peut pas se lancer comme ça dans les études, ça on a compris de par l'expérience de risque manager qui ont géré ça. Quand je voyais un peu, je travaillais avec Enel, le deuxième sur les énergies européennes, il y a une captive assez importante, et il y a une stratégie de captive, d'exportation de captive qui est très particulière, et qui permet de dire que je regarde les marchés locaux et je peux décider, c'est-à-dire qu'il y a une flexibilité sur le mode de gestion. Le mode de gestion de captive ne peut pas être très compartimenté, c'est un mode de gestion flexible qui répond un peu aux fluctuations du marché. C'est pourquoi il faut bien prérequis réaliser bien des études actuariales au préalable et être sûr certain du processus d'investissement à mettre en place. Il faut aussi définir un niveau de rétention, c'est hyper important. Et organiser la protection, parce que généralement, et c'est ce qui aujourd'hui, quand on regarde les réassureurs qui font ce genre d'opération et qui arrivent à développer ce concept de captif dans un HDI, il faut une sécurité qui va être donnée, une sécurité qui est très importante, qui permet de mettre en confiance que ce soit le régulateur et le régulateur. Bien sûr, il faut mobiliser le fonds, ça c'est quelque chose d'hyper important. Il faut savoir que mettre en place une captive, c'est pourquoi il faut être dans cette décision dans le temps. On ne peut pas le faire en marchant, c'est très dur, mais il faut le travailler pour le faire et voir éventuellement sur les investissements. Donc ce qui est clair, c'est que le modèle du marché au Maroc, c'est toujours le modèle alternatif, c'est le modèle de captive de réassurance, pas d'autre. Et ce qui est important aussi, c'est de dire, oui, tout cela, oui, on connaît un peu quelques programmes de captifs qui s'exportent chez nous, et qu'aujourd'hui, on a des opérateurs qui sont sur cette voie de mettre en place ce genre de réponse. Je pense que dans quelques temps, on va avoir la première captive de cette nouvelle monde qui va être marocaine très bientôt. Voilà. Merci.
Merci Rachid. Ce qui est certain, c'est que le courtier est absolument important. Les conseils sont très importants. On ne peut pas, je pense qu'on partagera ça avec tous ceux qui ont cette expérience de la captive, les mécaniques, les processus, la réglementation font qu'il est extrêmement important d'être bien conseillé et d'avoir des professionnels à côté de soi. Et donc, le rôle du courtier, il est extrêmement important dans cette mise en place de ce schéma alternatif. Après, avant de passer la parole à Étienne, qui a de l'impatience et qui est arrivé sans encombre de Paris, je voudrais dire que même si c'est un processus long, c'est un processus auquel on peut se préparer. Parce que moi, ce que j'ai vécu en interne, je peux le faire sans avoir nécessairement de captif, c'est-à-dire me rapprocher de l'assureur, travailler davantage sur la prévention, essayer d'optimiser la gestion des thèmes, essayer tout ça, c'est une démarche de prévention que le risk manager peut mener. Et je pense que la réflexion actuelle, même si à l'OCP on ne passe à captif demain, tout ce qui sera utile de faire peut être fait dès maintenant. Je veux dire, puisque c'est un rapprochement avec l'assureur, c'est un rapprochement de partage des risques, c'est un rapprochement d'économie, d'une certaine façon, c'est pas la peine. Moi, je me souviens que nous, on avait une captive qui couvrait les risques de RC, parce qu'on avait réalisé que ça ne servait à rien de payer la prime pour récupérer quelques années après le montant en sinistre. Donc, on avait mis en place des mécanismes qui permettaient de réduire les coûts de gestion de tous ces quantités de sinistres, on avait l'activité de service qui était importante, et tous ces coûts de gestion, et ces coûts de gestion, on peut travailler dessus dès à présent, je veux dire, sans attendre la mise en place de la captive, puisque plus vite on le fera, plus vite on sera prêt à faire fonctionner la captive correctement. Il y a tellement de choses à faire avec les courtiers, avec les assureurs, sur le transfert, parce que c'est beaucoup mécanique. Hein. Voilà, ça c'était pour que Étienne se prépare à nous parler de son point de vue d'assureur, réassureur. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'il est utile et nécessaire ou important que des sociétés de taille plus ou moins importante mettent en place des captives? Merci Marc, et merci aux orateurs précédents. Je me suis bien retrouvé dans ce que vous avez dit, tant pour le CP, tant pour le portage, sur les grandes tendances que moi j'observe aussi. Donc le but de cette présentation, c'est de partager peut-être avec vous un retour d'expérience par rapport à ce que nous pensons en tant qu'assureurs qui travaillent beaucoup avec les compagnies captives. Qu'est-ce que ça peut changer en fait de notre point de vue? Je dirais peut-être pour juste situer l'ordre de grandeur, en fait, avec Idriss, nous avons le champ de paix produisant en France qui va faire cette année 550 millions d'euros de prix. Et dans les 550 millions d'euros de prix, ça veut dire qu'en fait, on qu'il y a à peu près facilement en fait, entre un quart et un tiers de nos prix qui sont générés par des programmes avec des compagnies qui sont des compagnies qui captivent de nos clients. Donc ça fait vraiment partie du modèle et c'est ce que je vais vous présenter rapidement. Alors peut-être le premier point, il a été largement fait allusion à l'idée de dire qu'il faut un écosystème, je crois que c'est vraiment très juste. Et vous l'avez mentionné tous les deux, certainement c'est un élément qui est clair, et je pense que du coup ça apporte aussi un changement d'attitude des assureurs au premier chef. Parce que comme Gilbert l'a dit aussi tout à l'heure, et comme vous l'avez marqué en fait tous les deux, le principe c'est bien de dire plutôt captive de réassurance. Captive de réassurance, ça suppose une opération d'assurance d'abord, et une opération de réassurance ensuite, et éventuellement des opérations de rétrocession dans le marché. Donc on a éventuellement une première opération, puis une deuxième, puis une troisième. La première étant guidée par le code des assurances, la deuxième éventuellement par le droit de la réassurance, qui n'est pas forcément le même, et la troisième, la rétrocession par quelque chose d'un peu différent. Donc si je me mets en tant qu'assureur qui émet des polices qui vont être réassurées par les compagnies captives, effectivement la première chose, c'est comme ça a été évoqué, c'est que ça change complètement le rapport avec le client. Parce que quand on est dans un marché conventionnel, évidemment c'est un rapport acheteur-vendeur, c'est-à-dire qu'on voit bien un rapport de force qui peut exister, et classique, la compagnie d'assurance essaie de vendre mieux qu'elle peut, c'est-à-dire d'avoir un monsieur de service actionnaire et de tirer du profit. Naturellement, l'acheteur est orienté, bien conseillé par ses courtiers et les conseils divers qu'il peut avoir, vers une logique qui est de trouver un meilleur prix. Lorsqu'on est dans une logique où il y a une compagnie captive, quels que soient les montages, ça peut être des montages en ligne, comme ça peut être des montages aussi en code-part, on a une notion de toute façon de co-construction, parce que toutes les études, notamment qui sont les études actuarielles, permettent de se dire où se trouve l'optimisation, comment est-ce que je vais distribuer. Pour l'assureur aussi, c'est très important, je pense que c'est important d'expliquer par rapport à la CAPS, par exemple, dans votre marché, c'est important d'expliquer précisément aussi, de façon générale, au régulateur,
La profitabilité d'une compagnie d'assurance, à ce moment-là, ça ne va pas être regardé de la même façon. Le classique d'une compagnie d'assurance, c'est dire qu'elle est une ration combinée. C'est ce que j'ai à un moment donné comme prime, et puis on voit ces primes sont relevées à un moment donné par des frais généraux, par des sinistres, et à un moment donné, quelqu'un en d'expérience, j'ai par rapport à ça le capital que je peux utiliser. Si je suis en train de servir une compagnie captive, je rentre dans une logique tout à fait différente, parce que j'ai vocation à prendre un risque, que je suis responsable d'avoir dans mes comptes. Sauf erreur de ma part, le code de l'assurance marocain est absolument le même que le code de l'assurance français. Les compagnies d'assurance sont engagées une brute de ce qu'elles font et elles sont responsables d'ordre public de ce point de vue. Donc elles prennent bien risque de crédit sur leur argent. Et après, elles cèdent en réassurance. Donc en ce sens-là, elles font un service et elles donnent des services annexes. Donc la rentabilité pour la compagnie d'assurance, c'est qu'est-ce que j'ai dans la vie conventionnelle, mais qu'est-ce que j'ai aussi à travers le capital et les services qui sont rémunérés en tant que tel. L'autre point, il y a été fait allusion par plusieurs, notamment par Gilbert tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un risque classique quand on prend un programme qui est est-ce que le risque va être bon. Et l'objectif, c'est aussi de mutualiser tout à fait différemment. Quand vous êtes une compagnie d'assurance, sur le marché, vous mutualisez une série de risques sur un exercice de construction. Donc vous mutualisez l'OCP, les quantités d'autres risques que vous cherchez à avoir pour le mettre de façon telle qu'au total, vous ayez un portefeuille rentable. Si vous prenez la compagnie captive et vous la portez, comme cela a été dit, c'est avant tout en fait pour objet de permettre à l'OCP, dans l'exemple OCP avec vous, de prendre ses propres risques et de les mutualiser dans le temps. Et donc, c'est plus de la mutualisation dans l'espace, c'est de la mutualisation dans le temps. Donc, ça change complètement la donne de ce point. Et là aussi, il faut que les régulateurs acceptent. Ce qui n'est pas du tout évident. C'est simplement pas évident en France. C'est probablement pas évident dans un premier état. Le client aussi, ce qu'on a, c'est tout à fait différent. Dans un rapport avec un client classique, qui nous demande simplement de prendre ses risques et d'utiliser avec d'autres, on n'a qu'un client avec ses conseils. C'est lui qui est l'acheteur. Quand on rentre avec une compagnie captive, alors si on a deux clients auxquels on va rendre des comptes qui ne sont pas forcément toujours complètement alignés, d'un côté, effectivement, l'acheteur classique qui reste, et de l'autre côté, la compagnie captive. Et la compagnie captive a ses propres exigences et elle a ses propres normes. Je dirais que c'est une perspective qui me paraît très importante aussi. On se plaint beaucoup, et vous avez fait une tout à l'heure, en fait, à la question du marché aussi, etc. Les rapports entre les assurés et les assureurs ces dernières années n'ont pas été fixe. Les assureurs ont perdu beaucoup d'argent. Les assurés ont dit que vous êtes venus, vous avez fait des marches très très rapides, vous avez effectivement réagi très très vite. Y compris en fait, ils sont plus au milieu pour essayer de tempérer, c'est pour ça qu'on va plus forcément ça. Si on est sur ce type de parcours, ça a été beaucoup d'années. On a beaucoup perdu les accords de durée. Une compagnie captive, ça veut dire qu'on commence effectivement à être une taille assez petite. Et pour donner un ordre de grandeur, je disais, il y a fait millions, en disant qu'est-ce que je vois maintenant, enfin, qu'est-ce que je vois aujourd'hui, je travaille en boucle et compagnie captive. La plus petite avec laquelle nous travaillons aujourd'hui à Paris, en termes de taille de bilan, à 9 millions d'euros de taille. La plus grosse, plus d'un milliard. La taille moyenne, 50, 70, effectivement, à peu près. Les véhicules naissants, 10, 15, et puis pas mal dans la zone des 25 ans. Donc, pour vous dire qu'il y a des tailles sur des tailles effectivement extrêmement différentes, mais celles qui sont arrivées au milliard, je pense à une autre qui est arrivée à 500 aujourd'hui, elles l'ont fait sur des parcours qui sont en dizaines d'années. Donc, elles ont été créées souvent pour des entreprises françaises au milieu des années 80. Ça, on peut dire il y a pas 20 ans. Dans le temps, effectivement, qu'est-ce que ça change pour l'assureur? Il peut effectivement envisager, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, de se mettre à nouveau sur un rôle différent, c'est-à-dire qu'il est émetteur, il va céder à la compagnie captive, il va déployer les programmes internationaux, et puis aussi il peut protéger la compagnie captive et offrir à ce moment de la réassurance. Par exemple, dans notre groupe, on le fait en tant que tel, et puis nous sommes aussi avec un groupe qui a un autre anglais, dans le groupe, c'est le troisième assureur mondial. On fait une grosse partie de travail pour protéger les compagnies captives et leur offrir une protection. Et puis, on va faire l'écosystème, je n'y reviens pas, mais notamment Rachid a très bien dit, dans son exposé, encore une fois, différentes parties. Voilà. Comment faire pour bien travailler? Ça, je voudrais pour travailler sur ce marché pendant beaucoup d'années. Pour Olivier et pour d'autres auparavant, notamment les assureurs américains que je vous ai observés. Je pense qu'il faut changer de référentiel pour les assureurs. C'est-à-dire qu'un assureur doit accepter que précisément doit voir tout son parcours va être basé sur est-ce que ma rémunération c'est du capital et des services, et donc penser services. Vente et co-élaboration, travail ensemble. Je crois beaucoup qu'il faut avoir une équipe dédiée aussi chez les assureurs. Je pense que c'est important. Quand on travaille avec Maîtrise, on travaille sur ces programmes-là, on se retrouve ensemble, et c'est projet, c'est bon par contre, il faut être assez flexible. Et certainement, il y a des directeurs de compte, ça rejoint le travail avec les portages aussi beaucoup. La modélisation des acteurs sur le premier plan dans la distribution des rôles par rapport à ça, comment fait-on qui va être intéressé à avoir quelque chose de qualitatif, comment. Il faut faire de la souscription parce qu'il faut pouvoir défendre ce qu'il en est. Il y a cette allusion au fait que les compagnies captives sont souvent dans des endroits fiscalement intéressants,
à certains égards, il faut défendre aussi le fait qu'on fait des choses qui sont propres et pas uniquement guidées par la fiscalité. Et il faut travailler avec des sociétés de gestion qui sont spécialisées, qui comprennent bien la mutualisation dans le temps et pas la mutualisation dans l'espace. Donc ça, j'ai la vision, la mutualisation c'est très important. Et pour revenir aussi sur un point qui est très, très fort, effectivement, la notion, je n'aime pas le terme de fronteur, pour être clair, parce que le fronteur, c'est un terme qui est beaucoup employé dans le marché, c'est-à-dire quand je fais ça dans une autre projet ici, on allait voir le marché fort, par exemple, je pense à Minière qui est là, on allait chercher des capacités, et puis on était sur le marché fort, puis après on allait voir un assureur sud-américain, on disait j'ai tout trouvé à Londres, et tu aimais la police. Là, c'est un fronteur, c'est quelqu'un qui est complètement passif. Je pense que c'est un très mauvais métier de faire ça, c'est pas l'objet. Quand à un moment donné on fait un marché intéressant, je pense que le marché marocain, et évidemment on a un qui était deuxième en Afrique, je pense que les assureurs doivent continuer à souscrire, parce qu'en fait ils ont vocation à jouer leur rôle, à avoir une partie qu'ils vont céder, il faut qu'ils souscrivent pour un chèque, parce que fiscalement ils sont responsables, il faut ensuite qu'ils passent à la compagnie captive, et ils travaillent avec un réassureur. Et puis il faut qu'ils aient une logique et une logique à partir de ce moment-là. Ils regardent aussi, c'est vrai, une dimension qui est nouvelle, parce qu'en général les compagnies captives ne sont pas dotées, elles ne sont pas vues par les agences de notation. Et il y a un point qui est très important au Maroc, parce que je ne suis pas expert du tout, mais ça sera intéressant de voir ce que dans la salle vous en pensez, ou par des gens qui sont tirés par l'écran. Je pense que vous arrivez au Maroc maintenant, au moment où la réglementation de la solvabilité va être revue. Nous, en France, on fait avec solvabilité par rapport à ça. Par conséquent, c'est aussi une raison pour laquelle c'est pénalisant avec les compagnies captives. J'y dans les cultures, souvent avec les compagnies captives. Oui, parce que souvent, elles ne sont pas notées. Il y en a très peu, il y en a 200 dans le monde sur 7000 environ captifs qui sont notées aujourd'hui, à peu près. Et elles sont souvent des maisons mères qui sont beaucoup pas non plus avec des notes excellentes. Nous, notre note, elle est bien supérieure. Donc, à un moment donné, ça nous pénalise dans le modèle interne solvabilité 2. Je pense que demain, dans le modèle marocain, ça c'est une question qu'il faudra se poser. C'est aussi pour ça qu'on demande des instruments, parce qu'ils ont un double rôle, c'est de couvrir le risque de ne pas être payé, mais c'est surtout, très souvent, avec pour rôle de dire que ça nous donne pas une pénalité de capital quand on est, nous, en train de céder un assureur qui n'est pas agréé. Donc, ce point-là est très important. Et puis, dernier point qui est majeur, c'est évidemment en tant qu'assureur, jouer le rôle de bureau producteur de façon générale, notamment pour les programmes internationaux. J'essaie d'aller assez vite, pour qu'il y a assez longtemps après avec une chambre. Alors, quels sont les services? Parce qu'on dit beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, capital plus service. Je pense vraiment qu'il y a une logique de complémentarité quand on fait ces concepts. C'est assez évident par rapport aux courtiers. Il y a souvent aussi, précisément, quand des sociétés de conseil spécialisées, les études de faisabilité sont souvent faites par des entités qui dépendent du capital, voire des sociétés spécialisées. La modélisation, je reviens encore et toujours. Nous, en tant que, effectivement, par exemple, compagnie, on passe vraiment, on souscrit au premier chef de risque et on va trouver un terrain d'entente. À Paris, par exemple, nous avons 5 acteurs. Les 5 acteurs travaillent beaucoup pour les clients, beaucoup pour modéliser, beaucoup pour se dire qu'est-ce que ça pèse pour nous et combien ça en veut ici. On pense qu'on veut juste le faire, comment la traiter de façon telle que juridiquement fiscalement. La prévention, je ne reviens pas, c'est largement allusion. Oui, la prévention physique joue un très grand rôle sur le dommage, joue un grand rôle aussi par rapport à la discipline du risque pour les risques techniques. Mais il y a aussi du juridique. Par exemple, dans une compagnie captive, on met des risques de responsabilité, et c'est là où la prévention, c'est aussi par exemple la prévention contractuelle. La souscription, évidemment, encore une fois, on fournit un service contrat de son capital pour réassurer le compagnie captive. Donc il faut fournir des services. Généralement, les compagnies captives n'écrivent pas la police. Ils ne font pas leur texte, etc. Donc on traite à ce moment-là, on est appelé à le faire pour elles, avec elles, largement pour longtemps, pour avoir peu d'implication de programme. Pour qu'un assureur aussi soit bon en service, il faut qu'il ait un réseau intégré. Donc là, j'ai Peter Schlumpf avec nous dans la salle. Peter est notre responsable de réseau mondial pour API. Aujourd'hui, on est à 140 pays connectés par une plateforme. Ça peut nous permettre, vous, en tant qu'entreprise, de remonter des prix dans le monde entier, de les reconcentrer auprès de la police mère et de les redistribuer par la compagnie captive. Donc, il faut aussi des gens spécialisés par rapport à ça. Merci Peter pour ce que tu fais pour nous. Autrement, on ne pourrait pas faire des opérations avec des compagnies captives internationales. Indemnisation, très important, il y a des prévisions dans les flux. Il y a des flux qui rentrent dans la compagnie captive, il faut aller aussi rechercher des sinistres. Donc il faut évidemment gérer pour le compte de la compagnie captive. Et la compagnie captive est indépendante, c'est l'assureur qui prend ses décisions, et donc on doit lui expliquer pourquoi il doit faire des provisions, comment travailler avec lui aujourd'hui, et comment lui demander comment vous payer. Et le retour d'expérience, je pense qu'on ne dira jamais assez, ces opérations-là se font dans une logique de vie qu'on compte en années, en dizaines d'années, éventuellement que je l'ai dit pour financière. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le temps. Voilà. Comment on peut jouer un rôle, ça sera peut-être la dernière chose que je vais mentionner rapidement, de bureau producteur. Alors, ce rôle pour le bureau producteur, il y a des faits différents dans ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la maison qui s'occupe encore de la compagnie captive. Pour vous donner un exemple, dans les programmes que nous mettons nous en place aujourd'hui, nous développons assez classiquement des programmes avec des polices locales en 70 à 90 pays. On peut passer par ordre de grandeur. Et donc, ces polices, il faut appuyer sur un bouton
sortent toutes, en fait, qu'elles sortent toutes, qu'elles soient tout objet pour tout ce qui est la part nationale de remonter vers la police mère, et qu'ensuite on cède à la compagnie captive qui est prévue, dans les conditions telles que la trésorerie de la compagnie captive soit au rendez-vous et qu'on rende bien compte aux directeurs financiers, parce que c'est un élément majeur. La ventilation des prix, c'est un point souvent très important et qui est assez négligé. Il faut bien s'entendre entre précisément la compagnie d'assurance et la compagnie captive et le client à l'origine aussi pour dire qu'est-ce que je facture en groupe, à quel endroit. C'est que la une répartition qui soit satisfaisante, qui correspond au désir en fait, de l'entreprise, qui correspond aussi à des choses fiscalement défendables. Et ouais, c'est là aussi on peut avoir des choses qui sont assez variables. Par exemple, il y a des groupes qui introduisent des pénalisations pour ceux qui sont effectivement des mauvais élèves dans leur réseau, donc là, tous les choix possibles. Très attention aux taxes, la fiscalité, bien sûr, la partie de la charge, parce qu'on a la conformité et l'aspect juridique et fiscal, en différence à des points qui est important. Le réseau international intégré, bien sûr, avec la capacité encore une fois qu'on s'en fait distribuer. Et puis, je dirais, pour donner juste le côté du côté gestion, ça veut dire aussi qu'un assureur, à ce moment-là, doit avoir une bonne stratégie classique, plus dédiée pour les compagnies collectives, de façon telle qu'il remonte par exemple toute l'information et l'information sous forme de bordereau mensuel, en général trimestriel, sur tout ce qui se passe, pour dire voilà les coûts que je vous ai remontés, voilà aussi les sinistres qu'il faudra payer. Suivre tous les paiements de traitement, la paie des primes, c'est très important également. Et puis par exemple aussi, il y a également pour la compagnie captive une certification annuelle des comptes sur lesquels il faut couvrir aussi un certain nombre de pays d'assurance pour remonter toutes les données pour que les commissaires aux comptes fassent le travail qui travaille de leur côté. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire rapidement sur le rôle d'une compagnie. La dernière chose que je dirais, c'est que dès l'origine pour nous, quand la maison dans laquelle je suis a été créée en France, l'idée c'était bien de travailler avec une compagnie parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas effectivement un affrontement, mais c'est une coopération. Et une entreprise qui est bien protégée, c'est un bon client pour nous. Et c'est aussi quelque chose qui est gagnant dans l'économie de façon générale, parce que les entreprises qui sont bien protégées sont plus compétitives. C'est en ce sens que les compagnies captives, si on veut, on y reviendra probablement. Je pense que c'est ce que malheureusement nous aussi, on a à comprendre à notre propre ministère des Finances, d'où le fait que sur les captives en France, il n'y en a que 9 aujourd'hui sur le territoire français par rapport à tout ça qui est fait par l'entreprise française. Et malheureusement, vous avez peut-être vu qu'au Parlement encore, il y a eu un échec, puisque le texte qui devait passer pour 2022 n'est pas venu même finalement en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat français. Voilà, merci beaucoup. Merci Étienne. Donc ton intervention, c'est bien de dire que l'assureur n'est pas contre l'idée de voir son assuré à disposer d'une compagnie captive de réassurance. Non, je dirais peut-être juste en un mot, je pense que beaucoup de compagnies captives peuvent être en fait des incubateurs. Et ça veut dire qu'en fait, je pense que nous, par exemple, le classique, ce sont effectivement les montages en ligne. C'est-à-dire qu'on dit, comme Gilbert l'a dit, X par événement et puis X tous sinistres confondus par année. Par exemple, sur dommage, ça fonctionne volontiers comme ça. En assurance crédit, par exemple, depuis très longtemps, il y a un principe de code part. C'est-à-dire qu'en fait, la compagnie captive, par exemple, prend 10 ou 20% en code part. Et donc, ça, ce sont des choses qu'on a beaucoup connues en assurance crédit. Personnellement, je suis un fervent défenseur de code part avec les compagnies captives sur des risques émergents. Et je pense que c'est un bon moyen de faire un chemin ensemble. Par exemple, le cyber, on parle de. Idriss, est-ce que toi, tu penses que ça a apporté quelque chose dans la gestion de la prévention de la captive? Merci de me donner déjà de m'avoir invité à cette table ronde. Moi, je souhaitais effectivement apporter mon témoignage. J'ai eu la chance en 30 ans d'exercer beaucoup de métiers et donc j'ai été confronté souvent aux limites de l'assurabilité. J'ai fait des projets clés en main à l'export avec énormément d'aléas. Et j'ai vécu, je dirais pas dans ma chair, mais en tout cas dans mes résultats, les limites qui ont été évoquées d'ailleurs sur certains risques qui, à l'heure actuelle, ne sont quasiment pas assurables ou transférables. Tout ce qui est carence, tout ce qui est pénalité, contractuelle, financière et autres. Et rétrospectivement, on aurait eu à notre disposition des solutions dont, à mon avis, la faisabilité nécessitait la mise en place de la captive. On aurait pu avoir des résultats bien meilleurs ou moins mauvais sur certains risques. C'était le premier témoignage. Le deuxième, effectivement, en tant que préventionniste, je peux témoigner d'un terme un peu galvaudé, mais que j'ai pu mesurer, qui était l'enclenchement d'un cercle vertueux
avec les assurés, et j'ai été confronté à beaucoup de compagnies, et effectivement, j'ai pu mesurer là où il y avait une captive, en général, les structures de risque management interne avaient un poids bien plus fort sur les opérationnels que les structures qui étaient moins structurées, où le risque management était moins formalisé, et il y avait peut-être moins à la clé, comme tu l'as évoqué, d'espèces sonnantes et trébuchantes à la fin en cas de sinistre. Donc là, effectivement, je suis un fervent partisan de cette approche, et en tant que souscripteur, c'est un paramètre que l'on prend en compte. Tout n'est pas quantifiable, mais c'est cette approche du risque. Dès lors qu'il y a la mise en place d'une captive, il y a effectivement, comme on l'a évoqué, surtout dans certaines approches en risque technique, c'est souvent en plus en quote-part, donc il y a le partage du sort, notion très forte en réassurance, qui fait que l'approche du risque est entre guillemets copilotée par la structure de risque management interne, par le biais ou pas de la captive et la suite. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est mon point de vue de l'opérateur. C'est plutôt pour abonder dans le sens qui a été dit, la nécessité d'avoir un écosystème qui le permet, la nécessité d'avoir une approche actuarielle solide, parce que comme vous l'avez dit, Captive est une structure relativement fragile. Et le dernier point que je souhaitais partager avec vous, c'est que j'ai eu la chance de travailler en tant qu'assureur dans une quinzaine de pays en Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Et dans ces 15 pays, j'ai pu détecter peut-être une quinzaine d'entreprises qui, de mon point de vue, humblement, pouvaient mettre en place une captive, du fait notamment de leur taille, de leur projection hors de leur territoire national strict. Et alors là, je le dis sans chauvinisme, mais c'est vrai que de tous ces pays dans lesquels j'ai pu travailler, en particulier le Maroc et quelques autres en Afrique, permettent, de mon point de vue, la mise en place de captives, avec des réserves mais qui ne sont pas, de mon point de vue, insurmontables. Je voudrais passer, échanger avec la salle. Je voudrais juste te dire qu'il est important, ce que on a dit à plusieurs reprises, et puis je repasserai la parole à Fatima, mais sur la mutualisation en dehors du pays. Les programmes internationaux, moi j'ai vécu ça, ces programmes internationaux, la captive c'était vraiment important, et j'ai passé beaucoup de temps à faire le tour des pays pour convaincre chacun d'accepter de rentrer dans des programmes internationaux, et ces programmes internationaux, on les regroupait dans la captive. Donc en fait, c'était vraiment très très intéressant de fédérer tout le monde dans un groupe multinational, d'avoir les mêmes pratiques du risk management, les mêmes pratiques de la prévention des risques, pour pouvoir justement mesurer cette sinistralité, travailler sur justement ces éléments d'actuariat qui peuvent permettre d'améliorer. Alors, on n'a malheureusement pas eu ce soir avec nous quelqu'un qui aurait témoigné de l'importance des programmes internationaux, qui était Brahim Marouchi, qui travaillait à BNP Paribas et qui est aujourd'hui à Paris, mais qui nous a aidés à travailler sur la préparation de cette table ronde, et qui aurait apporté le témoignage d'une grande banque internationale qui utilise, notamment par ici, par la BCI, qui utilise ces schémas captifs. Et donc, Brahim était tout à fait intéressé à participer. Donc, s'il suit par Zoom, nous le saluons parce qu'il nous a aidés. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ah, Dominique, alors attends, je vais faire le... Oups. Merci. Je reste assis ici ou bien... Bon. Ah, je reste assis là ou on va question? Voilà, si tu veux, comme ça tu seras dans Ici. Donc moi je n'ai pas de questions, j'ai une réflexion. Nous sommes en Afrique, ici, et donc tout ce qui a été dit est merveilleux. J'ai moi-même une expérience, j'ai 72 ans bientôt, donc j'ai une expérience très longue, on va dire, de captive européenne. Et au sein du réseau AMENA, que j'ai le bonheur de présider,
Nous avons une expérience, nous sommes vraiment à la jointure entre l'Afrique et l'Europe. Quand je dis l'Afrique, ce sont les 54 pays africains. Ici, on a beaucoup parlé, pardonnez-moi, je vais lâcher un mot, nous avons été un peu nombrilistes, nous, Européens. Je pense que ce que je voulais, la réflexion que je voulais, c'était simplement donner l'éclairage du réseau panafricain à MENA. Parce qu'un grand groupe, que ce soit OCP ou un autre, qui a besoin de créer captif par définition, sauf rares exceptions, il est international. Il est panafricain pour les groupes d'origine marocaine, ou il est international pour d'autres groupes. Ce qui veut dire que, inévitablement, la question va sortir des frontières. Et ça nous amène, étant donné que nous avons d'anciens ex-managers parmi nos actionnaires, qui connaissent les captives européennes, et que nous avons des Africains qui connaissent la réalité africaine, nous avons en fait trois obstacles qui nous semblent aujourd'hui face aux captives africaines, c'est-à-dire à des captives multinationales, puisqu'il s'agit de traverser les frontières, comme nous l'avons dit. Donc au-delà des techniques et des nécessités, la réalité que nous connaissons, c'est la suivante, c'est qu'il y a trois obstacles principaux. Parce que techniquement et théoriquement, tout a été dit. Maintenant, comment faisons-nous en Afrique? On n'a pas la prétention chez Almena de vous dire comment faire en Afrique, mais on a la prétention de vous faire part de notre expérience. Et donc, en fait, ces trois problématiques, elles ont été soulevées, mais je crois qu'il faut les rappeler, pour les avoir bien conscients. Ce sont tous des obstacles réglementaires. Il y a des obstacles réglementaires en Afrique. Vous savez que près de la moitié des 54 pays africains imposent des restrictions sur les cessions en dehors de leur pays. Donc ça, c'est un premier obstacle majeur quand on veut faire une captive panafricaine, qu'elle soit pour une société marocaine d'origine ou une société sud-africaine. Ensuite, vous avez les réglementations prudentielles au niveau de la réassurance. Vous les avez évoquées, Rachid. Les assureurs marocains, elles ne peuvent pas céder leurs risques à n'importe quel assureur. Il y a des règles et nous sommes confrontés, nous, présents au Maroc, avec Madame CMA et puis partout ailleurs en Afrique, on voit très bien qu'ici, au Maroc, on ne peut pas faire tout ce qu'on pourrait faire en zone CIMA. Donc ça, c'est aussi un frein, vous l'avez cité ici. Et puis le troisième qu'on n'a pas cité, mais que nous vivons tous les jours, et qui s'aggrave, c'est le contrôle des changes. C'est-à-dire faire fonctionner, parce que si vous avez un programme et que les prix ne sont pas véhiculés vers les réassureurs, voilà, c'était donc l'éclairage que je voulais apporter, puisque nous sommes en Afrique et que on pense africain, et donc c'était la chose que je voulais indiquer, et pardon d'avoir été peut-être un petit peu véhément, mais on a tellement à cœur de défendre le continent africain qu'on a voulu livrer un petit peu ce panachage de ce qui a été dit. Merci Marc. Merci Dominique. Alors, il y a une question anonyme posée par les gens qui suivent par Zoom. Alors je lis la question. Pensez-vous que l'écosystème marocain, ACAS, assureur, courtier, SR, serait favorable à l'émergence d'un foyer de domiciliation de captifs de référence? Normalement, c'est une question que normalement on va aborder au bon moment, mais quand on la regarde d'un point de vue juste organisationnel et connaissant un peu les réglementations et comment on peut organiser évidemment une partie de REAS, je dirais de REAS, c'est quelque chose qui peut être à étudier, parce que on sait très bien que le marché marocain évolue énormément, la réglementation évolue également, et aujourd'hui on a un régulateur qui est très très à l'écoute. Cette année on a passé des schémas de l'assurance, on n'a jamais passé auparavant, c'était presque bien, et là on est en face d'un régulateur qui est très compréhensif, qui regarde, qui évolue dans le sens où ce type d'organisation de captif ne va pas être ou rejeté ou quoi que ce soit, mais ça va être analysé, étudié pour avoir des solutions, oui, on est situé évidemment
Merci, j'espère que ça répond à la question qui a été posée. Je vois qu'il s'agit de côté Étienne. Ah, plus fort. Juste par rapport à ce qu'a dit Dominique, qui est très juste, un point qui est clé, c'est évidemment la réassurance, donc la sortie des prix, on est tous tout à fait d'accord. Et donc là, je pense qu'effectivement, ça rejoint bien la notion d'écosystème, et pour moi, ça doit se faire avec la SCR, donc ce serait effectivement un élément bien sûr intéressant à débattre. Juste une petite réflexion aussi, très rapide par rapport à ce que Dominique a dit, où il a raison, les compagnies captives, d'abord, ça se joue beaucoup à l'international, mais pas que. Et donc, je pense que par exemple, dans un secteur classique comme la distribution, on peut avoir des joueurs qui sont des joueurs nationaux. Pour en avoir traité certains en France, c'est un moyen très intéressant de développer la prévention et d'avoir en fait des réseaux qui sont des réseaux en fait, qui vont sensiblement pouvoir progresser sur des choses qui paraissent banales mais qui changent leur rapport au marché. Donc la distribution, c'est souvent quelque chose qui est possible aussi de ce point de vue. Et le dernier point, effectivement, par rapport à ce qui a été évoqué, ça serait simplement de dire, effectivement, encore une fois, parcours qui est un parcours effectivement qui suppose, encore une fois, je pense, d'avoir une volonté de faire politique, parce que ça rejoint certainement la question de la réglementation, à travers la question de la solvabilité qui me paraît effectivement essentielle. Mais vous avez la chance, je pense encore une fois, au Maroc, d'avoir aussi des atouts qui sont des atouts importants pour la taille du marché, par cette sophistication, par le fait que, à la différence effectivement, ce qu'on va d'autres pays, de l'aspect protectionniste et de volonté d'ouverture, et parce qu'il y a aussi, par exemple, des attraits vers la banque financière ou des autres qui peuvent être, de ce point de vue, de bonnes sources d'inspiration, me semble-t-il, de l'extérieur. Il y a encore une question des internautes, qui est l'OCP envisage-t-elle de créer une captive au Maroc ou à l'étranger? Moi, l'interrogation. Je vous lis la question, je laisserai répondre. Quelles seraient les contraintes de transfert de risque et l'alimentation de la DFS vis-à-vis des sorties de l'île? Donc, question technique, hein, question pratique. Donc aujourd'hui, en fait, la réflexion est menée, mais aucune décision n'a encore prise. Et donc, c'est toujours en cours de réflexion et d'études. Certainement, on penchera vers la meilleure solution possible. Pour la deuxième question, concernant le transfert de risque, aujourd'hui, on a un schéma qui est très bon, qui marche très bien. Il faut savoir qu'une grosse partie de nos risques importants sont liés sur les projets, et on a un flux qui passe par la SCR. Certains cas, on ne passe pas par la SCR, sur la réglementation bancaire, il faut savoir qu'il n'y a pas de vraie obligation, mais c'est une obligation de fait, au lieu d'une obligation réglementaire. Mais on a une symbiose assez bonne sur ça. Le transfert ne sera pas parce qu'on a déjà l'habitude de faire ce transfert pour l'ARS, c'est toujours le même schéma. Maintenant, c'est le concept en lui-même, comme je dis, qui va être une nouveauté pour nous et qui va être débattu, bien évidemment, dans la transparence, pour le voir. Maintenant, on a parlé de sûreté, on connaît un peu de sûreté des réactions, on va demain voir quelles sont les sûretés que demandera le régulateur pour la SR. Voilà des choses qu'on va découvrir en analysant avec dans le cadre d'écosystème qui détiennent ce qui va sortir du normal. Mais en fait, on a déjà un fait qui est là, qui suit un peu le même schéma, sauf qu'on a juste un opérateur qui rentre dans cet écosystème et qui aujourd'hui va s'imbriquer dans le même processus, sauf que avec des normes assez différentes. Est-ce qu'il y a eu des cas spécifiques où la SCR a cédé à une captive? Aujourd'hui, il faut savoir il faut savoir une chose, c'est que, comme j'ai dit, on a travaillé, ça fait 4 ans que je regarde, je supervise un peu ce système de captives. Aujourd'hui, on a des captives qui s'exportent sur le Maroc sans aucun problème. On a des captives très importantes et dans le schéma que vous regardez, par exemple, vous trouvez mon HDI, je l'exporte, je dis bien, avec NJ. Et j'assure, moi, ça va être chez moi, ça passe par la sécurité de la SCR, il est bien validé, ça passe. Aujourd'hui, on a même parfois des fonctions qui peuvent être prises localement, c'est un risque. Mais l'exportation de ce genre. Et la captive en elle-même. Fronted ou non fronted, c'est l'essentiel. Parce que vous savez, certaines captives sont notées, d'autres captives ne sont pas notées. On connaît les exigences pour la SCR. Toutes les captives, toutes les captives qui s'exportent, ils s'exportent derrière un serveur avec un risque.
dans le front. Il n'y en a pas une seule qui s'exporte par elle. Ça n'existe pas. Étienne, j'ai une petite question à propos de Mais ça. le reste est de parler pour les gens qui sont En ce qui concerne le cyber et les captives, par exemple, je sais pas, personnellement, je trouve un peu difficile à cause de la complexité des services, la complexité qu'une captive prenne ce risque totalement pour mon parti. Comment ça se passe? Ça s'est passé en réalité d'après dans l'expérience. Je pense que ça dépend beaucoup de la couverture dont on parle. C'est vrai que sur le côté cyber, en fait, c'est le charme, c'est que ça casse en fait les classes d'assurance traditionnelles, parce qu'évidemment, on a éventuellement du dommage et de la responsabilité. Quand j'en parlais, en fait, c'était avant tout dans les parties qui sont la partie cyber qu'on a retiré les programmes de dommages, parce que les textes sont devenus des textes exclusifs de toute notion de cyber. On a retiré le fameux cyber cover, en fait, la couverture silencieuse du cyber. Par conséquent, il faut le reprendre. Et si on le reprend dans ces conditions-là, c'est-à-dire en fait un côté dommage et qu'on veut le traiter, à ce moment-là, en fait, on retrouve un chemin qui est beaucoup plus classique et dans lequel on peut refaire une analyse spécifique, effectivement, permettant de travailler la compagnie captive, de s'adresser à la rétention du client, et du coup, ça donne aussi un aspect de relation au marché qui est différent parce que l'assureur, à ce moment-là, va fournir le service d'émission des polices, et puis éventuellement, on va donner la capacité au-dessus d'une rétention de groupe qui a été travaillée ensemble. Donc, c'est pas le cyber qui tout confondu, si je veux dire, je suis d'accord dans ce sens-là. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil aussi par rapport à Perrine, parce que je ne résiste pas. Parce que je dirais que dans l'écosystème marocain, je trouve que le FSEC est un nom très intéressant. Voilà, ça veut dire que là, on a une utilisation de marché qui est quand même très intéressante à suivre. Et juste en petit clin d'œil par rapport à toi, c'est de dire que, par exemple, aussi, en France, tu payes le système de Garéat, et les captives de Garéat, c'est une longue histoire aussi. Donc, c'est quelque chose qui a été adapté en France pour permettre d'avoir une collaboration dans le marché français entre un système d'État et puis, précisément, en fait, une initiative de marché avec les compagnies. Et ça m'intéresserait peut-être d'avoir ton regard là-dessus. Très bien. Oui, ça marche? Oui, d'accord, merci. Effectivement, si on prend le cas du FSEC, c'est une captive pour le gouvernement marocain pour gérer, exporter le risque de couverture des personnes qui ne sont pas assurées. Donc, de la même manière, on a une PFS qui est là, mais par un arrêté donc, qui est défiscalisé. Donc, quelle que soit l'activité du FSEC, le résultat est égal à 0. Le résultat, il vient en dotation de la PFS. Donc, on a un cadre réglementaire qui est là, et puis, comme les ressources du FSEC, c'est une taxe parafiscale, donc une TVA, une taxe sur les assurances. Donc, il y a pas mal d'éléments qui sont là et qui, effectivement, qui ramènent. Ça, c'est vraiment comme l'exemple d'une captive, mais ici, c'est une captive particulière pour un risque particulier et qui a été mis au profit des engagements du gouvernement marocain. Donc, c'est vraiment une expérience. Je rajoute juste sur un point qui a été dit sur les risques africains, Dominique ou d'autres personnes qui en ont parlé. Moi, je trouve que la réassurance, dans l'assurance d'une manière générale, l'actif doit rester dans le pays émetteur au maximum possible, parce que ça génère une activité et les assureurs sont les investisseurs et ceux qui animent le marché financier. Donc ça, si dans le système, réglementairement, on permet même de petits prix qui peuvent remonter à d'autres pays, ça ne participe pas au niveau du développement de l'activité économique. Cependant, je prends même, ça a été dit lorsqu'on est dans une captive, le besoin d'une captive, ça a été dit tout à l'heure par Étienne, donc on est sur des quotes-parts de 10 à 20%, quelque chose comme ça. Et donc en réalité, le fait qu'il y ait une retenue de 20 ou 30% localement ne perturbe nullement l'activité de la captive. Cependant, c'est vraiment dans la captive, il y a des risques qui sont exclus, comme on l'avait dit, la perte d'exploitation sans dommage, des choses comme ça. Là, même le réassureur local, il n'y a pas de valeur, donc il n'y a pas de capacité. Donc si on est vraiment dans des risques particuliers, je ne pense pas qu'il peut y avoir une rétention locale, mais si le risque, on va dire, qui est bon, donc ça permet aussi d'alimenter, laisser une partie au niveau du marché local pour participer à l'économie locale. Donc je ne pense pas que le fait qu'il y ait de la rétention africaine, ça constitue un frein, à mon avis, au développement au niveau du captif.
Est-ce que ceux qui sont présents dans la salle vont pouvoir aller boire un verre? Maintenant, ceux qui sont chez eux vont rester derrière leur écran. Nous, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Est-ce que Gilbert, tu veux faire un mot de conclusion? En tout cas, pour ce qui me concerne, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous les intervenants pour cette table ronde tout à fait remarquable. Je crois que, et merci aux participants, soit derrière l'écran, soit dans la salle. Moi, je retiendrai juste une chose, c'est que les conversations qui ont été échangées là, et notamment de cette hiérarchie, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même, on parlait d'écosystème tout à l'heure, moi je dirais qu'il y a, on va dire, une ambiance générale, me semble-t-il, au Maroc, sur la réflexion de dire qu'on pourrait peut-être aller au-delà de la relation en créant également des captifs. Parce que j'ai l'impression que malgré tout, la réflexion est déjà bien poussée, volontairement ou involontairement, et il me semble que je crois que l'OCP devrait trouver une réponse prochainement à la question qu'elle se pose. Voilà. En attendant, nous, on va essayer de trouver des réponses au bar pour pouvoir poursuivre les échanges. Et puis, merci encore pour la participation de tous.